Bon après-midi, bienvenue d'Awab Rétro. Ouvre cette page en RDC. L'Afrique du Sud a annoncé à début de semaine les retraits progressifs de ses troupes de la MONUSCO. La décision a été officiellement notifiée par le président Cyril Ramaphosa au secrétaire général de l'ONU. Présent depuis près de 26 ans au sein de la mission onusienne, Pretoria évoque des contraintes budgétaires et opérationnelles tout en réaffirmant son engagement en faveur de la paix et la stabilité en RDC. Les détails de cet élément. L'Afrique du Sud a officiellement annoncé la fin de sa participation militaire à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa en a informé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, marquant un tournant majeur dans l'engagement de Pretoria en RDC. Avec plus de 700 soldats déployés, l'Afrique du Sud figure parmi les 10 principaux contributeurs de troupes à cette mission onusienne qu'elle soutenait depuis près de 27 ans. Ces retraits, mais aussi en termes à une de plus longues contributions africaines aux efforts internationaux de métier de la paix sur le sol congolais. Au fil des années, le mandat de la MONUSCO a évolué, se concentrant notamment sur la protection des civils, du personnel humanitaire et des défenseurs des droits humains dans un contexte de violences persistantes, en particulier dans l'est du pays. Selon la présidence sud-africaine, cette décision vise à consolider et réaligner les ressources des forces de la défense nationale sud-africaine, SANDF, confrontées à des contraintes budgétaires et opérationnelles accrues. Le désengagement se fera de manière coordonnée avec les Nations Unies et devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2026. Tout en saluant les remerciements du secrétaire général de l'ONU pour la contribution sud-africaine, le président Ramaphosa a réaffirmé la volonté de Pretoria de maintenir des relations bilatérales solides avec Kinshasa et de continuer à soutenir les initiatives de paix portées par la SADC, l'Union africaine et les Nations Unies en faveur d'une stabilité durable en RDC. Réunis le lundi 9 février à Luanda, plusieurs dirigeants africains ont confié à l'Angola le mandat d'entamer des consultations avec les parties congolaises en vue de préparer un dialogue intercongolais. Dans un communiqué conjoint, ils ont appelé également à un cessez-le-feu et au respect des engagements internationaux et régionaux pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Reportage. L'Angola se voit confier un rôle clé dans la relance du processus de paix en République démocratique du Congo. Réunis ce 9 février 2026 à Luanda, plusieurs dirigeants africains ont officiellement mandaté les autorités angolaises pour conduire des consultations en vue de préparer un dialogue intercongolais. Cette décision ressort d'un communiqué conjoint adopté à l'issue d'une rencontre de haut niveau entre le président angolais Joao Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné de l'UA, ainsi qu'Olusegun Obasanjo, représentant les 5 anciens chefs d'État facilitateurs du processus de paix en RDC. Dans ces communiqués, les dirigeants africains appellent l'ensemble des parties impliquées dans les conflits en RDC à décréter un cessez-le-feu à une date et une heure à convenir d'un commun accord. Ils insistent également sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de mécanismes de vérification adoptés à Doha le 14 octobre 2025 afin de garantir le respect des engagements sécuritaires sur le terrain. Les chefs d'État ont par ailleurs rappelé les dispositions de Washington, agrément du 4 décembre 2025, ainsi que les résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces textes exigent notamment le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. En confiant à l'Angola la mission de conduire les consultations préparatoires, l'Union africaine attend donner une nouvelle impulsion au dialogue politique congolais, considéré comme une étape cruciale vers une paix durable et inclusive en RDC. Retour dans cette édition sur les révélations de l'agence de presse Reuters selon lequel des contractants privés liés à l'américain Eric Prince auraient été déployés à Uvira au Sud-Kivu pour appuyer l'armée congolaise face à l'F-123, notamment grâce à l'utilisation de drones. Une intervention discrète qui intervient dans un contexte de tension régionale. Le précision de ses commentaires. Une opération discrète menée par des contractants privés américains a récemment renforcé les forces armées de la République démocratique du Congo dans la défense de la ville stratégique d'Uvira, ravivant les débats sur la privatisation croissante des conflits africains. Au cœur de cette intervention, Eric Prince, ancien patron et fondateur de la controversée société militaire Blackwater et figure proche des milliers politiques conservateurs américains. Selon l'agence Reuters, des hommes et des drones
liés à Prince ont été déployés pour soutenir les forces spéciales congolaises face aux rebelles de l'AFC M23, accusés par des acteurs internationaux d'être soutenus par les Rwandais, une accusation que Kigali continue de rejeter. Uvira, ville frontalière du Burundi, avait brièvement basculé sous le contrôle rebelle en décembre dernier, avant que les combattants ne se retirent dans un contexte de pression diplomatique américaine. L'appui privé aurait permis de renforcer la surveillance aérienne et d'appuyer les opérations militaires dans les hauts plateaux du Sud Kivu à un moment jugé critique par Kinshasa. Ni la présidence congolaise, ni les représentants officiels des princes n'ont publiquement confirmé les détails dans cette mission à Reuters. À l'origine, l'accord entre Kinshasa et l'équipe des princes visait surtout à améliorer la collecte des recettes fiscales liées au secteur minier, une priorité pour un pays riche en tantal, lithium, or et autres ressources essentielles aux industries technologiques mondiales. Mais l'implication des contractants privés sur la ligne des fronts marque un tournant. L'agence britannique révèle que certains responsables congolais estiment que la présence des personnels liés aux États-Unis pourrait dissuader les rebelles d'attaquer directement par crainte d'une escalade internationale. En parallèle, Washington aurait proposé un soutien diplomatique et sécuritaire accru en échange d'un accès privilégié aux ressources minérales stratégiques du pays, renforçant la dimension géopolitique du conflit. L'opération à Uvira aurait également impliqué des conseillers israéliens chargés de former des unités d'élite congolaises aux opérations des jours comme des nuits. Officiellement limités à la formation, les rôles illustrent néanmoins la complexité croissante des alliances sécuritaires dans l'Est congolais. Sur le terrain, la situation reste volatile. Les combats se sont intensifiés depuis l'an dernier sur fond des rivalités régionales et d'héritage historique liés notamment au génocide rwandais de 1994. Malgré un accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine, les groupes armés comme l'AFC M23 n'y sont pas directement intégrés, laissant planer les fortes incertitudes sur la stabilité future de la région. L'intervention d'acteurs privés étrangers souligne une évolution majeure du conflit congolais, la multiplication des partenaires sécuritaires internationaux et la montée en puissance des sociétés militaires privées. Pour certains analystes, cette tendance pourrait modifier l'équilibre des forces sur les terrains. Pour d'autres, elle risque d'ajouter une couche supplémentaire de complexité à une guerre déjà enracinée dans des dynamiques locales, régionales et économiques profondément imbriquées. En séjour en RDC, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de métier de la paix, a été reçu le mardi par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Au centre des échanges, le rôle de la MONUSCO dans l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu dans les zones du conflit. Reportage. Le président Félix Tshisekedi a reçu en audience ce mardi 10 février Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Une rencontre stratégique centrée sur la consolidation de la paix et la stabilité durable en République démocratique du Congo. Au cœur des échanges, le rôle de la MONUSCO dans l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu tel que convenu dans le cadre de l'accord de paix de Washington et du processus de Doha. Ces mécanismes s'inscrivent dans l'application des résolutions 2773 de 2025 et 2808 adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à accompagner les autorités congolaises dans la mise en œuvre effective de ces engagements, soulignant que le respect strict du cessez-le-feu constitue un préalable incontournable à toute perspective de paix durable. Pour les chefs de l'État, la réussite de ces processus est indissociable du renforcement progressif de la présence de l'État dans les zones affectées par les conflits armés, condition essentielle au rétablissement de l'autorité publique et à la protection des populations civiles. Après cette audience, les attentes demeurent sur la volonté partagée entre Kinshasa et les Nations Unies de traduire les accords politiques en actions concrètes sur le terrain. C'est dans ce contexte que l'aéroport international de Goma a reçu plus d'un an après un hélicoptère avec en son bord la chef de la MONUSCO par intérim Viviane Van de Per le jeudi 12 février. Elle est venue pour appuyer la préparation du cessez-le-feu en RDC. Dans un communiqué, la mission onusienne a annoncé également une reprise progressive de ses opérations dans l'est du pays. Plus d'explications dans cet élément.
La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO par intérim, Viviane Van de Peer, effectue ce jeudi 12 février 2026 une mission à Goma dans le cadre des efforts visant à consolider la préparation du cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Ce déplacement intervient dans un contexte symbolique fort marqué par la réouverture de l'aéroport international de Goma, resté inaccessible depuis janvier 2025. La reprise du trafic aérien constitue une étape clé pour faciliter les opérations logistiques et diplomatiques liées au processus de paix. Au cœur de la visite, l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu tel que prévu par la résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité. Sur le terrain, Madame Van de Peer prévoit des échanges avec différents acteurs locaux afin d'harmoniser les actions avec l'architecture existante, notamment les mécanismes conjoints élargis de vérification. La MONUSCO souligne qu'elle agit dans le strict respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, tout en mettant en disposition son expertise technique et son soutien logistique pour accompagner la mise en œuvre du cessez-le-feu. D'après une source onusienne, la mission envisage par ailleurs une relance graduelle de ses activités dans l'est du pays. Cette reprise devrait s'amorcer par des vols de reconnaissance sous réserve des garanties sécuritaires suffisantes avant un redéploiement progressif des équipes au sol. À travers cette visite, les Nations Unies attendent renforcer la dynamique en faveur d'une désescalade durable et d'un retour progressif à la stabilité dans l'Est congolais. À Goma, la reprise progressive des activités aéroportuaires est perçue comme un signal d'apaisement. À l'issue de son entretien vendredi dernier avec Corneille Nangaa, coordonnateur de l'F-123, Viviane Van de Peer, chef par intérim de la MONUSCO, a estimé qu'il s'agissait d'une évaluation importante dans le contexte actuel contribuant à renforcer la confiance entre les différentes parties. Elle s'est exprimée dans l'extrait suivant aux côtés de Benjamin Bonimpa, secrétaire permanent de l'F-123. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Ah, les Non, peut-être après la...
Cette semaine à Luanda, l'Angola a proposé un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et les M23 à partir du 18 février. Mais du côté de la rébellion, l'initiative a été contestée, les mouvements affirmant ne pas avoir été consultés. Kinshasa et les M23 continuent de se renvoyer la responsabilité des précédentes violations. Commentaire. Un nouveau tournant diplomatique dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue d'une réunion tenue lundi dernier à Luanda, réunissant le président angolais Joao Lourenço, son homologue togolais Faure Gnassingbé, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, l'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 à compter du 18 février 2026 à midi. Selon Luanda, cette initiative intervient après consultation des parties intéressées. Une déclaration publique entérinant officiellement cette date est attendue dans les prochaines heures. La médiation angolaise annonce également que le début de la phase préparatoire du dialogue intercongolais qui doit se tenir dans la capitale angolaise sera communiqué ultérieurement. Mais du côté de la F-123, le point est loin d'être conciliable. Contacté après l'annonce congolaise, un haut responsable du mouvement rebelle affirme que le groupe n'a pas été officiellement saisi de cette proposition de cessez-le-feu. Il dénonce par ailleurs des violations répétées des trêves précédemment décrété qu'il attribue aux autorités congolaises. Kinshasa et la F-123 sont les deux parties au conflit. Toute rencontre ou discussion où la F-123 n'est pas directement impliquée ne nous engage pas, a-t-il martelé. De son côté, le gouvernement congolais accuse le mouvement rebelle d'être responsable de la rupture de précédents cessez-le-feu, illustrant une fois de plus la profonde méfiance qui persiste entre les deux camps. De son côté, le gouvernement congolais accuse le mouvement rebelle d'être responsable de la rupture de précédents cessez-le-feu, illustrant une fois de plus la profonde méfiance qui persiste entre les deux camps. Alors que la date du 18 février approche, la proposition angolaise apparaît comme une nouvelle tentative de d'escalade. Reste à savoir si cette initiative diplomatique parviendra à s'imposer sur les terrains où les précédentes trêves sont souvent volées en éclats. Alors que la date du 18 février approche, la proposition angolaise apparaît comme une nouvelle tentative de d'escalade. Reste à savoir si cette initiative diplomatique parviendra à s'imposer sur les terrains où les précédentes trêves ont souvent volé en éclats. Le président Félix Tshisekedi a accepté la proposition de l'Angola sur le principe de cessez-le-feu et s'aligne sur l'initiative de son homologue angolais en vue des dialogues inter-congolais. Dans un communiqué publié le vendredi 13 février, la présidence de la République a annoncé que le chef de l'État prend acte des préalables proposés par Luanda tout en mettant en garde contre toute tentative de modification de l'équilibre militaire sur le terrain. Retour sur cet élément. Ce vendredi 13 février 2026, le président Félix-Antoine Tshisekedi a dû prendre acte de l'initiative de son Excellence M. Joao Lourenço, président de la République d'Angola, sur les préalables du dialogue intercongolais qui devrait réunir acteurs politiques et civils de la République démocratique du Congo. De ces faits, la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale que son Excellence M. le président de la République a accepté le principe de cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique au conflit, dit-on dans un communiqué rendu public par la présidence de la RDC. Cette réaction de la première institution de la République fait suite à la récente visite de travail du chef de l'État congolais à Luanda dans la foulée de son retour de Washington. Sur place, Félix Tshisekedi a réitéré sa position quant au préalable de la tenue du dialogue entre Congolais qui, selon lui, ne doit se tenir outre le cadre institutionnel et le territoire national. Une ligne à laquelle quasiment toute l'opposition ne s'aligne pas. Cette réaction de la première institution de la République fait suite à la récente visite de travail du chef de l'État congolais à Luanda dans la foulée de son retour de Washington. Sur place, Félix Tshisekedi a réitéré sa position quant au préalable de la tenue du dialogue entre Congolais qui, selon lui, ne doit se tenir outre le cadre institutionnel et le territoire national. Une ligne à laquelle quasiment toute l'opposition ne s'aligne pas. Visiblement ravi de cette initiative angolaise, la présidence de la République avertit par ailleurs toute consolidation unilatérale de positions militaires ou toute action visant à altérer l'équilibre sur le terrain pendant la période de cessez-le-feu compromettrait gravement la crédibilité du processus et en affaiblira les perspectives. Une manière de se dédouaner en avance des éventuelles prochaines évolutions.
Pendant ces temps, au pays, plusieurs organisations de la société civile montent au créneau en estimant un dialogue intercongolais réellement inclusif. Dans une déclaration rendue publique à Kinshasa cette semaine, elles ont dénoncé les conditions posées par le président Félix-Antoine Tshisekedi qu'ils jugent restrictives et peu crédibles. Ces structures ont appelé à une médiation nette, notamment de la CENCO, de l'ECC ou encore de l'Union africaine. Reportage. Plusieurs organisations de la société civile congolaise ont appelé mardi 10 février à Kinshasa à l'organisation d'un dialogue intercongolais véritablement inclusif, tout en exprimant de vives réserves sur l'approche défendue par le président Félix Tshisekedi. Si elles reconnaissent l'urgence d'un cadre de concertation pour sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire, politique et sociale qu'elle traverse, ces structures estiment que les conditions avancées jusqu'ici ne garantissent ni la crédibilité ni l'efficacité du processus. Dans leur déclaration, elles dénoncent des conditions restrictives et exclusives qui transformeraient l'initiative en simulacre de dialogue, assimilable à un monologue. Un dialogue national qui exclut certains Congolais n'en est pas un. La paix ne se décrète pas, elle se construit avec toutes les parties dans la sincérité, l'écoute et la confiance, affirme-t-elle. Pour ces organisations, écarter une catégorie d'acteurs, y compris ceux considérés comme opposés au pouvoir en place, fragilise la cohésion nationale et prive les processus de toute légitimité. Elle rappelle par ailleurs que le chef de l'État est lui-même l'une des parties prenantes à la crise actuelle et ne saurait, à ce titre, en fixer seuls les contours. Les signataires, parmi lesquels les collectifs Congo Citoyen 2060, l'AJDDH, le mouvement citoyen Patriotisme Oblige, les mouvements citoyens Ekoki, les mouvements citoyens Lucha et Alerte RDC, plaident également pour la mise en place d'une médiation neutre et crédible. Ils citent notamment la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, l'Église du Christ au Congo et l'Union africaine, estimant qu'un processus placé sous le contrôle exclusif des institutions étatiques risquerait de susciter méfiance et contestation. Enfin, ces organisations insistent sur la nécessité de concilier dialogue et justice. Si les enquêtes judiciaires doivent se poursuivre, affirme-t-elle, elles ne peuvent servir de prétexte pour exclure certaines voix du débat national. La réconciliation, soutiennent-elles, passe par l'écoute de toutes les sensibilités, même critiques. Cette prise de position intervient après les déclarations du président de la République faites le 31 janvier devant les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, puis réitérées le 9 février à l'issue de sa visite à Luanda, où il a exposé sa position du dialogue national. À Kinshasa, la démolition cette semaine du bidonville Pakadjouma s'inscrit dans une vaste opération de récupération des espaces de l'extra-onatra illégalement occupés. Objectif affiché par les autorités provinciales, lutter contre l'insécurité et freiner la propagation de différentes épidémies. Pour le gouverneur Daniel Bumba, les respects stricts de normes s'imposent désormais comme une priorité absolue. Reportage. La tension observée le matin du lundi 10 février 2025 a laissé place l'après-midi au bruit des tracteurs. Une opération de démolition des constructions anarchiques au quartier Pakadjouma dans la commune de Limité. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sur place, une population désabusée. Certains tentent de sauver ce qu'ils peuvent. D'autres, résignés, prennent carrément une douche à ciel ouvert. Eza pompi ezalai na ba douche babuki biso place sukoleza te to komo sukola na libanda. Même si les uns et les autres assurent avoir eu vent de cette opération, ils dénoncent cependant n'avoir pas eu suffisamment de temps pour évacuer en toute sérénité. Mais pour aller où se questionnent-ils juste après? Kolongola bato na place, il faut qu'on ait ma place, mon bako ok. Il bien qu'on peut ça mon temps. Tout délai ni bako le. Parce que awa baza déranger, ba tundeli la kala carte, yo mon la condition. Tu vas kende sko wat so bula, so ba condition difficile. Bralima amema ka batu na kimpoko. Alukela ki batu place na maluku. Apesi batu esika bavandi. Oyo apesi batu eloko te, esika te. Kaka ayeko bimisa batu. Bana batu babungi, biloko ebungi. Sikoyo bakovanda wapi? Ndeti ba mama bazevi.
À ces questions et autres préoccupations, le gouverneur de la ville de Kinshasa répond. La ligne opinion est retenir boé. Batouazan ainsi qu'en union selon le rail, Bazaï qui bongo avisé ça fait plus de 6 mois. Bazaï bongo mise en demeure ça fait plus de 6 mois. C'est même porté à plus d'une année. Oh bah il fallait que l'opération OSALEMA. Mais également bah dissolution des OAMI. L'accompagnement dans Natra bah Tchepe Massoua. Oa Rolinga, Azonga, l'intérieur, Azongi l'intérieur. La dissolution des OAMI pour aller au Siko Yoba Kenesika va disposer la Rabango pour na bavanda kimia pour libérer Sika. Tout l'unité opération à la mal interprétée. Parce qu'avant na Kinshasa, on a ça la ranzela au poilu, ayebi marmi et les karawa. Bah on a perdu ba perruque, bah on a perdu ba bijoux, bah on a attaqué dans quatre bateaux. On ne peut pas laisser en tant que l'État en situation et se pérenniser, continuer. En descente sur ces sites, Daniel Bomba a tenu à fixer l'opinion sur les objectifs et les biens fondés de ces démolitions. Oui, que place Oyo, ils ont foyer, il y a insécurité et belé. Aux alliés, option liboso pour la mission. Deuxièmement, tout ça pour libérer en prise ferroviaire. L'accompagnement, il y a rétablissement en train urbain au Natra, c'est-à-dire en prise ferroviaire, si il y a un rail et l'équipe, et si il y a un train singé, les cas, on doit envahir en haut. Donc, on a des autres pour fonctionner normalement, il y a un train qui salema. Nous faisons libérer en prise au Nyonso. Mais également, pour nettoyer surtout en bouteille, sécurité. Et aussi, vous voyez, tant que des ordres s'installer, ils ont un peu foyer. Vous voyez? Ils ont un épicentre, il y a une épidémie. Donc, tout ça peut apprendre la santé publique. Donc, dans le cadre, il y a sécurité, dans le cadre, il y a sa mobilité, et aussi pour prévenir la nécessité de la santé publique d'être au procès de l'évacuation. Du côté de l'ex-Sonatra, l'on demande à ce que cette opération puisse également toucher leurs emprises occupées de manière anarchique de Matete à Kitambo. Au Nord Kivu, le vice-gouverneur de la province, accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité et des commissaires divisionnaires, Louis Segon Karawa, s'est rendu le jeudi 12 février à Oicha, dans le territoire de Béni. Une mission stratégique axée sur l'évaluation de la situation sécuritaire et le renforcement des dispositifs de protection des populations. Le détail de ces reportages de la cellule de communication du gouvernement militaire. Nous sommes à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, lequel territoire est victime d'affres répétitifs commis par le terroriste ADEF. Le comité provincial de sécurité s'est déplacé de la ville à ces territoires pour palper la réalité afin d'apporter des réponses à la hauteur. L'occasion faisant les larrons, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Louis Segon Karawa, chef de la délégation qui a présidé le comité provincial de sécurité, a reçu quelques couches de population. Pour des échanges très édifiants, renseigne Richard Kirimba, vice-président de la société civile locale. Nous venons de rencontrer l'excellence, monsieur le vice-gouverneur du Nord Kivu. Nous sommes revenus sur certains éléments qui font à ce que la situation où les opérations militaires ne s'améliorent pas. Et pour nous, nous avons vraiment parlé du défi de la maîtrise de la zone. Donc lorsque les opérations sont à profondeur, on ne sait pas qu'il y a un réel dispositif pour contenir la situation dans les agglomérations au moment où l'armée est à profondeur là-bas. On peut aussi parler de la problématique des rivières Teturi et Semoliki. Parce que vous comprenez, ces rivières permettent la traversée ou le mouvement facile des ADF, soit à provenance de l'Ituri vers Benimbaou, soit à provenance de Benimbaou vers Bachou, vers Rwenzori à travers Semoliki et à l'ouest à travers Teturi. Et nous nous inquiétons du fait qu'il n'y a jamais eu même une unité de force navale ou des outils favorisant les FARDC à bien travailler même sur ces rivières-là ou contrôler même ces rivières. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, avant de quitter Oicha, a circonscrit cette descente. Nous sommes d'abord venus premièrement pour compatir avec la population, les encourager. Vous savez que c'est une population qui est résiliente. Et en tant qu'humain, à un moment donné, on peut toujours fléchir dans ce qu'on pense, dans ce qu'on fait. Mais il fallait les encourager pour dire que oui, nous sommes dans une guerre asymétrique.
et que l'État ne les a pas oubliés. Nous prenons toutes les dispositions pour qu'un jour on mette fin à cette ignoble attaque. Téné, il ne se passe aucune nuit sans cri d'alarme dans ce territoire de Béni. Les villages de Mbao et Mabasele en sont des victimes éloquentes. Changeons de chapitre d'assez rétro, la Banque centrale du Congo lance franc-congolais Nkolo Mabele, une chanson inédite portée par Suzy Kaseya et plusieurs icônes de la musique congolaise dont Kofi Olomide, Fally Ipupa et Rui Rasson. Objectif, raviver la fierté nationale et renforcer la confiance envers les francs-congolais. Images et commentaires de cet élément. La Banque centrale du Congo, BCC, a annoncé la sortie officielle de la chanson franc-congolais Nkolo Mabele, une initiative culturelle inédite composée par l'artiste Suzy Kaseya. À travers ces projets, l'institution monétaire mise sur la puissance de la musique pour promouvoir les francs congolais et raviver la fierté nationale en République démocratique du Congo. Les projets rassemblent plusieurs figures majeures de la scène musicale congolaise: Jossar Nyonkalongo, Kofi Olomide, Jibem Piana, Rui Rasson, Ferregola, Fally Ipupa, Héritier Wata et Gazma Wete. Selon les initiateurs, cette collaboration exceptionnelle vise à rappeler que la culture peut aussi devenir un outil d'engagement citoyen et économique. Pour le compositeur Suzy Kaseya, la chanson dépasse les simples divertissements. Elle marque un moment inédit et inoubliable de l'histoire nationale, alors que les francs congolais, longtemps fragilisés par la prédominance des devises étrangères, cherchent à retrouver sa place dans l'économie. C'est aussi notre rôle de défendre les pays au moyen de la culture, a-t-il souligné, évoquant une initiative destinée à renforcer la fierté monétaire et l'adhésion populaire. De son côté, la BCC considère cette production comme un véritable instrument de sensibilisation. L'institution y voit un moyen de reconquérir la confiance envers la monnaie nationale, présentée comme un symbole de souveraineté et un pilier de la stabilité macroéconomique. Selon la Banque centrale, l'œuvre incarne également la résilience du peuple congolais et participe à la consolidation progressive des fonctions essentielles du franc congolais. La sortie du clip officiel est annoncée dans les prochains jours. Déjà, l'initiative suscite une forte attente, tant chez les amateurs de la musique que chez les acteurs économiques, curieux de voir comment la création artistique peut contribuer à façonner les débats nationaux autour de la souveraineté monétaire. Enfin, un sport pour terminer. Les travaux de réhabilitation du stade de Martyrs à Kinshasa sont officiellement démarrés vendredi 13 février. Au programme de montage de l'ancienne pelouse et préparation d'une nouvelle surface au standard requis. Le chantier est supervisé par la société sud-africaine Sportif avec une main-d'œuvre locale. Les détails de ces reportages de la cellule de communication au ministère des Sports. C'est sous un soleil de plomb qu'ont été lancés les travaux de changement de l'heure de jeu du stade des Martyrs, dont la première étape consiste d'abord à enlever le rouleau de gazon avant la pose d'une nouvelle. Donc nous allons démonter cette aire de jeu qui sera transférée au terrain annexe des stades de Martyrs et on va installer un tout nouveau. Donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui présents pour le lancement des travaux. Donc c'est un peu ça la situation. Donc on doit compter au grand maximum 3 mois. Ça c'est rien que pour l'aire de jeu. Mais il y a d'autres travaux qui vont commencer très bientôt aussi par rapport à la sécurisation du stade. On va continuer avec la pose des portiques métalliques et on va aussi placer d'autres caméras dans les zones mixtes où les joueurs se retrouvent. Estimés à plus ou moins 3 mois, ces travaux sont supervisés par l'entreprise sud-africaine Sportaf, dont l'expertise est avérée. C'est une entreprise qualifiée. Parce qu'avant la signature du contrat, moi-même personnellement, j'ai eu la chance d'aller en mission en Afrique du Sud avec le ministre des Sports, Maître Didier Boudin-Boutouboanga. Nous nous sommes déplacés, nous avons visité l'entreprise, nous avons vu du côté, comme on dit, capacité technique et financière de l'entreprise. Donc c'est une entreprise qui a déjà œuvré, qui a déjà travaillé dans plusieurs stades en Afrique. À l'expertise étrangère, pour cette première étape des travaux, est associée la main-d'œuvre locale. On avait donné aussi nos conditions, comme quoi la main-d'œuvre qui devait travailler avec l'entreprise doit être une main-d'œuvre locale. Au sein du stade de Martyrs, il y a plusieurs cellules, il y a plusieurs départements. Nous avons aussi notre cellule génie civil. Ce sont les agents du stade en génie civil qui sont affectés au niveau du stade, qu'on a donné
à l'entrepreneur pour travailler avec. Une main-d'œuvre placée notamment sous le contrôle d'une main experte congolaise. Effectivement, en tant qu'ingénieur à pied d'œuvre ici, j'ai la charge de pouvoir vérifier et suivre si les travaux sont en train d'être faits dans le nord. Voilà, parce que j'en ai la connaissance par rapport à ces travaux ici. Ce lancement inaugure une série de travaux de réhabilitation de plusieurs compartiments de ce temple du football, notamment l'installation du deuxième écran géant. C'est la fin de cette page rétro, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. C'est la première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. À tous et à tous, nous vous disons à très bientôt.